Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je m'appelle Joséphine, j'ai 27 ans, j'ai 27 ans pile il y a un mois pendant ce confinement. Je suis diplômée de l'IPAG Grande École en 2016. J'ai monté une première société alors que j'étais à la fin de mes études en 5e année et je suis aujourd'hui la fondatrice d'une deuxième société qui s'appelle Urban Cuisine. Je vais revenir sur tout mon parcours. Du coup, je vous propose qu'on organise cet échange de la manière suivante. D'abord, je vous présente mon parcours à l'IPAG et ensuite, je vous présente ma vie d'entrepreneur. Et après, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. On prendra le temps qu'il faudra pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, tout a commencé. Je suis diplômée du baccalauréat en 2011. À l'époque, je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire après mes études. J'ai fait un bac ES à l'époque, donc j'avais beaucoup d'amis qui ont fait S, qui sont partis soit en prépa, soit en fac scientifique. Et j'ai pas mal d'amis qui ont fait L et qui sont partis, pareil, soit en prépa, soit en fac littéraire. J'étais en ES, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, j'étais plutôt bonne en cours, mais c'était super dur pour moi à l'époque de me projeter dans un environnement, dans un métier en particulier. Donc j'ai commencé une licence de langue directement après le bac, espagnol, anglais, chinois. C'était bien, c'était sympa, ça m'apprenait plein de trucs, j'ai fait beaucoup d'heures de traduction. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que tout mon cerveau n'était pas utilisé. Et c'était comme si il me manquait quelque chose dans ce que je faisais au quotidien. Et en fait, j'arrivais encore moins à me projeter dans quoi que ce soit que je pouvais faire ensuite en faisant ce type d'études. Donc j'ai commencé à regarder quelles alternatives étaient possibles. Une de mes angoisses à l'époque, c'était de perdre une année scolaire. Donc je voulais absolument trouver une manière de ne pas louper une année. Parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas le temps, qu'il fallait rien manquer pour absolument être dans les timings. Donc du coup, j'ai commencé à regarder ce qui était possible de faire, de rattraper en cours d'année. Et là, j'ai découvert les écoles de commerce, j'ai découvert l'IPAG, qui fait une rentrée de février, qui permet en fait de faire tout le programme de la première année en 6 mois, pour ceux comme moi qui n'étaient pas sûrs de leur voie au départ. Donc ça, c'est un premier truc que j'ai beaucoup aimé, l'idée que l'école considère que tu avais le droit de te tromper à 18 ans, quand tu sais pas encore ce que tu veux faire, quand finalement t'as pas beaucoup échangé avec grand monde des différents métiers qui existent, des différentes voies qui sont possibles. Et ensuite, donc, j'ai regardé le programme et j'ai vu où était l'école, et l'école était en pleine ville. Je sais pas pourquoi, c'était assez important pour moi que l'école ne nous mette pas à l'écart de notre vie, qu'on soit pas sur un campus à 1 heure du centre-ville et que finalement on puisse pas trop changer notre style de vie en étudiant. Donc ça, c'était ce qui était important pour moi. J'ai passé les concours et je suis entrée à l'école. Ce qu'il faut savoir sur l'IPAG, c'est que toutes les années scolaires sont divisées de la même manière. On a une partie à l'école en cours et ensuite une partie en stage. Ce qui est assez intéressant parce que ça permet de mettre directement en pratique ce qu'on a appris. Et ça change énormément du lycée où finalement tout est assez théorique. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, de pouvoir, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis et se rendre compte vraiment de ce qu'on allait faire chaque jour. Voilà, donc je vais vous dérouler ma perception du programme de l'IPAG année après année. J'imagine que si vous entendez d'autres personnes qui l'ont fait, ce sera pas forcément le même résumé, mais je pense que c'est intéressant dans tous les cas d'avoir plusieurs retours pour vous faire une meilleure idée de ce que peut être le parcours à l'école. Donc la première année que j'ai faite en 6 mois du coup, c'était un peu intense, donc si vous n'hésitez pas, prenez la rentrée de septembre. L'idée, c'est vraiment on va découvrir plein de nouvelles matières. Un truc qui m'avait un peu saoulée à la fin du lycée, c'était... on me demande de parler anglais. Je pense que je vais continuer en français pour le moment. On verra après, puis on pourra toujours faire une deuxième session en anglais. Donc la première partie, la première année, c'était vraiment des cours qu'on découvre de nouvelles matières, ce qui est assez intéressant par rapport au lycée, parce que au bout d'un moment, l'histoire géo, l'SES, le français, les maths, on a un peu fait le tour quand on arrive à la fin de la terminale. Et du coup, c'était hyper intéressant de découvrir beaucoup de nouvelles matières qui sont super différentes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qui finalement vont un peu nous ouvrir les yeux sur le monde du travail plus tard. En tout cas, dans un premier temps, sur les différents cœurs de métiers qui existent. Donc on a pas mal de cours, j'ai noté quelques trucs. Marketing, comptabilité, ressources humaines, gestion de projet, qui sont en effet que des matières pratiques où vous allez avoir des profs qui souvent travaillent en même temps, donc pas que des enseignants qui du coup vont vous permettre de
qui ont quand même un pied ancré dans la vie réelle, ce qui est assez intéressant je trouve et qui change encore une fois du lycée. Donc on va avoir pas mal de matières comme ça. Et il y a une innovation depuis que j'ai quitté l'IPAG, il y a maintenant les parcours extrêmes qui vont permettre des parcours un peu fous en parallèle de la première année, qui vont donc vous permettre de faire soit des stages avec l'armée, soit des trucs un peu fous sur des bateaux, ou des enseignements plus culturels sur la musique, la gastronomie, la mode. Je trouve ça assez intéressant qu'on nous propose en tout cas des parcours ou des spécialisations qui peuvent être des sujets qu'on aime, qui nous intéressent ou juste desquels on est curieux, et qui nous permettent de découvrir et d'approfondir pas mal de sujets. Moi à l'époque j'avais pris luxe parce que je rêvais de faire les vitrines du bon marché. C'est pas du tout ce que j'ai fini par faire, mais c'était super intéressant de découvrir cet univers-là. On avait un prof qui travaillait à l'époque et qui du coup était hyper au courant des dernières tendances, qui nous a appris plein de trucs un peu secrets sur différentes sociétés, c'était génial. Voilà, ça c'est la première partie à l'école, donc évidemment c'est aussi le moment où vous rencontrez tout le monde, vous entrez dans les lieux. On est assez suivi avec ce qui s'appelle la coordination de première année, deuxième année, troisième année, chaque année avec un personnel spécifique à votre niveau d'études. C'est assez bien, j'ai vu passer la question, est-ce qu'on nous aide à trouver une alternance ? Je reviendrai là-dessus ensuite parce que l'alternance se fait qu'à partir de la 4e année, mais oui, l'école nous aide. Voilà, et donc en première année, il faut faire un stage de vente, ce qui est un peu compliqué, surtout pour les plus timides d'entre nous. Il va falloir aller vendre des produits spécifiques, donc ça peut être des abonnements téléphoniques, des produits, des machines à laver. Moi je l'ai fait dans un magasin de surf dans le sud de la France, et j'ai organisé pas mal de concours sur la plage pour essayer d'amadouer un maximum de monde autour du magasin, faire découvrir la marque, voilà, des petits événements comme ça. Ce stage, au-delà de juste vendre des produits, c'est surtout l'occasion de vraiment comprendre comment fonctionne une société et d'en découvrir un peu tous les dessous. Donc moi, mon conseil sur ce stage de première année, c'est vraiment poser des questions un maximum à toutes les personnes qui sont avec vous dans la boîte. Celui qui gère la compta, celui qui est à la caisse, celui qui s'occupe des publicités, tous les combien est-ce qu'on change les affiches, les prix. Essayez de comprendre au maximum l'univers dans lequel vous êtes et ce qui est possible d'en tirer plus tard, parce que ce premier stage finalement c'est pas du tout forcément ni le milieu ni l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer à terme, mais c'est déjà une première bonne idée de comment est-ce qu'une entreprise fonctionne, et je pense que c'est le plus important. Ensuite la deuxième année, donc c'est là que je dirais on rentre un peu dans le vif du sujet, parce que toutes les matières qu'on va étudier en deuxième année sont celles qui se transformeront ensuite en majeures à partir de la 4e année. Donc on va découvrir pas mal d'univers beaucoup plus spécifiques de manière beaucoup plus concrète, la logistique, les achats, le marketing, la communication, la comptabilité, les statistiques, pas mal de matières qui sont plus ou moins intéressantes selon les goûts, mais qui dans tous les cas nous donnent un échantillon hyper large de ce qui est possible de faire, et ça je trouve que c'est assez important. En deuxième année on n'a pas encore forcément une idée hyper précise de ce qu'on veut faire comme métier, et du coup je trouve ça assez intéressant d'avoir un panel d'options. Voilà, c'est un peu le moment de comprendre ce qui va vous plaire ou non, et du coup potentiellement d'avoir une idée du type de carrière vers lequel vous allez vouloir poursuivre ensuite. Et nouveauté de l'IPAG, il faut faire ce stage de deuxième année dans une start-up impérativement. Je trouve que c'est génial, non seulement parce que c'est mon univers, mais on a eu un petit souci technique. Je trouve que c'est super important parce que ça va vous permettre de vraiment mettre les mains dans le cambouis et du coup finalement de découvrir l'entreprise d'une nouvelle manière qui n'aurait pas forcément été le cas si vous êtes dans une entreprise traditionnelle au sein de laquelle vous allez être derrière un bureau et pas forcément travailler ni voir des choses intéressantes, d'être juste un pion dans un échiquier. Le fait de faire vraiment son stage en start-up, je trouve que c'est assez intéressant. Ça vous donne l'opportunité de comprendre pas mal de choses qui vont se passer dans une société, dans un microcosme qui va être beaucoup plus accessible qu'une société normale. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Voilà, du coup je sais pas du tout à quel point vous êtes familier ou non avec l'univers des startups, l'entrepreneuriat. Donc rapidement pour ceux qui ne sauraient pas, une startup c'est une jeune entreprise innovante qui est plus ou moins portée sur la technologie et qui en fait essaye d'itérer, donc de répéter pas mal de choses différentes pour pouvoir trouver un business model, donc une manière de gagner de l'argent qui soit durable et qui puisse être facteur de croissance, donc faire gagner de l'argent et
développer la société au fur et à mesure. Voilà, donc c'est génial parce que moi j'ai pris beaucoup de stagiaires dans mes startups. Je trouve ça cool d'avoir l'opportunité de travailler avec des gens qui sont pas forcément super âgés, qui sont pas loin de vos âges, donc qui ont quand même des centres d'intérêt communs. C'est forcément plus facile quand on arrive dans une société où les gens ont un peu des centres communs d'intérêt, avec qui c'est pas trop compliqué de déjeuner le midi, qui sont pas tous à table en train de parler de la dernière babysitter de leurs enfants ou du cours de judo qu'ils ont dû aller voir mercredi dernier. C'est sympa d'être avec des gens qui aiment sortir boire un verre après le travail, qui ont les mêmes activités que vous le week-end. Donc je trouve ça assez agréable. Et en plus, parce que vous allez donc, ce que je disais, vraiment mettre les mains dans le cambouis. Nous, nos stagiaires, on leur a fait faire 1000 trucs qu'on a fait avec eux. C'est pas du tout nos larbins, mais c'est vrai que le quotidien d'une start-up est un peu spécial. Donc, par exemple, parmi les missions qu'on va avoir, c'est la logistique pour amener les bureaux, donc pour aménager des nouveaux bureaux. Moi, j'ai plein de stagiaires à qui j'ai dû demander de trouver un déménageur dans la demi-journée parce que le lendemain, il fallait amener des chaises et des tables à l'autre bout de Paris. Il y a toujours des événements qui s'ajoutent à l'improviste, donc c'est assez intéressant de pouvoir gérer une situation d'urgence, une situation dans un cadre qui est complètement nouveau. Nous, on a fait beaucoup d'événements, certains à portée internationale. C'est super intéressant de pouvoir découvrir d'un coup tout ce milieu, d'être littéralement jeté dans cet univers. Et généralement, les gens sont assez bienveillants, donc je trouve que c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir faire ça aussitôt. Et en gros, l'idée, c'est de faire un stage dans une startup. Je trouve que c'est aussi une occasion pour les étudiants de condenser tout ce qu'ils auront vu en cours dans toutes les matières en un seul stage. Parce que sinon, c'est vrai que la plupart des stages sont assez sectoriels et du coup assez penchés sur un thème plutôt qu'un autre. Alors que là, le fait de le faire dans une startup, ça va vous permettre de vraiment toucher à tous les domaines et du coup potentiellement de mieux comprendre ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas pour pouvoir ensuite à terme choisir la majeure qui va vous plaire. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Oui, un conseil que j'ai pour les personnes qui vont entrer en deuxième année, que j'avais donné il y a quelques années quand j'étais déjà allée présenter mon parcours aux étudiants qui étaient à la recherche d'un stage en start-up. Choisissez un projet qui vous intéresse plutôt qu'un univers, parce que donc typiquement, quelqu'un qui est fan de sport va regarder les startups qui sont dans le milieu du sport et essayer à tout prix d'entrer dans ce milieu-là, alors que potentiellement, il y a plein d'autres startups où les missions du stage pourraient être au moins aussi intéressantes et où la startup est en pleine action, hyper stimulée à ce moment-là. Et du coup, peut-être que finalement, ce sera beaucoup plus intéressant de faire son stage ailleurs. Regardez aussi l'actualité parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont hyper saisonniers. Donc typiquement, si on reprend l'exemple du foot, bon, en ce moment, c'est chaos vu que tout est arrêté, mais dans l'idée, si vous devez faire le stage en été, évitez peut-être de le faire dans l'univers du foot parce que potentiellement, on est en pleine pause de saison et du coup, ce sera pas forcément le plus intéressant. Voilà, à la fin de cet échange, je vous donnerai pas mal de sites d'informations qui je trouve sont assez intéressantes à connaître pour l'univers de la startup. Et si vous avez des questions supplémentaires et que je n'ai pas le temps d'y répondre à la fin de ce live, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de profil LinkedIn, même si vous ne voulez pas en faire un maintenant parce que vous avez l'impression que vous n'allez avoir rien à mettre dedans, faites-en un, commencez à le développer, développez votre réseau. Ça peut passer par d'abord ajouter déjà tous vos copains de lycée qui vont se créer ce profil LinkedIn en même temps que vous, mais aussi vos parents, les amis de vos parents, qui vont être finalement déjà une petite cinquantaine de personnes que vous aurez sur le réseau. Et n'hésitez pas, une fois que vous serez accepté à l'IPAG, à ajouter tous les anciens de l'IPAG. Voilà, ça marche assez bien dès qu'on voit que vous venez de la même école, on est très ouvert à vous accepter. Voilà, après avoir parlé d'un sujet très sérieux qui est le stage en start-up, on va s'attaquer à la 3e année, qui à l'IPAG est l'année d'expatriation. Donc vous allez partir 1 an à l'étranger. Vous allez partir 6 mois en université et 6 mois en stage dans l'ordre que vous voulez, donc en commençant par le stage ou par l'université. Moi j'ai commencé par le stage et si c'est possible, c'est ce que je vous conseille de faire parce qu'on va pas se cacher. Les 6 mois d'échange en université, ça va pas être intense niveau études, ça va être des rencontres, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent que vous allez découvrir, ça va être génial. Mais commencez par la partie stricte et un peu plus compliquée au départ pour ensuite être serein sur tout le reste de l'année.
Donc, l'IPAG a développé des partenariats avec littéralement des centaines d'universités partout dans le monde, ce qui va vous permettre en fait de partir dans le pays de vos rêves, peu importe le continent, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Océanie, Asie, Europe. Il y a des partenariats avec toutes les universités, ce qui va du coup vous permettre de partir vraiment dans le pays de vos rêves. Et mon plus grand conseil sur l'année d'expatriation, c'est vraiment de partir dans une destination qui vous fait rêver. Et oui, Marine, la meilleure partie des études, l'expatriation, de partir dans une destination qui vous plaît et de laquelle vous êtes curieux. Donc ça peut être parce que vous rêvez d'apprendre l'espagnol, partez dans un pays hispanophone ou dans un pays anglo-saxon. Je pense que c'est aussi l'occasion d'utiliser cette expatriation pour en revenir bilingue, ce qui, à la fin, fera quand même une énorme différence sur votre CV. On peut partir où on veut. Alors, à l'époque où j'y étais, ça fonctionnait de la manière suivante. Donc en fonction des notes qu'on obtenait en deuxième année, il y avait un classement qui était organisé. Tout le monde mettait ses vœux. Tu peux mettre 3 ou 4 vœux. Tout le monde met ses vœux et le premier à sa première destination, le deuxième à sa deuxième, le deuxième à sa première destination et ainsi de suite jusqu'à ce que les derniers n'aient plus que potentiellement les destinations qui restent. Après, l'IPAG a tellement de partenariats et les gens ont des envies tellement différentes que je pense que c'est assez important de vraiment mettre les choix qui vous font rêver. Et après, quand tu te dis que c'est pour partir 6 mois dans un pays, je trouve que c'est aussi l'occasion en deuxième année de mettre un peu un coup de booster pour avoir les notes qui te permettront d'accéder à la ville de tes rêves. Parfois, il y a même plusieurs universités par ville en partenariat, donc je pense que en tout cas, à mon époque, j'ai connu personne qui était déçu du choix qu'il avait eu, donc je pense pas que ça pose problème. Voilà, donc oui, moi je connais que des gens qui ont eu les destinations qu'ils souhaitaient. C'est génial et donc je vous conseille en expatriation d'être le moins timide possible dès que vous arrivez à l'université. Allez parler il y aura forcément un groupe d'internationaux, allez parler à ce groupe d'internationaux, il y aura plein d'événements qui seront organisés pour que les étudiants puissent se rencontrer entre eux. N'hésitez vraiment pas à parler à un maximum de personnes, à faire un maximum de rencontres parce que l'expatriation finalement c'est beaucoup ça. C'est d'abord apprendre une langue que vous pourrez mettre à vie sur votre CV et ensuite rencontrer des personnes qui resteront parmi vos meilleurs amis pour toute la vie parce que finalement rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde et vivre 6 mois hyper intenses avec eux, ça crée forcément des liens. Tu es partie où toi? Moi je suis partie à Rome en Italie. Je suis partie 6 mois, j'ai fait d'abord mon stage donc chez Fendi qui est pour ceux qui ne connaîtraient pas le Louis Vuitton italien. J'ai fait mon stage au service marketing et héritage et je suis très contente de l'avoir fait dans cet ordre-là. J'ai fait un stage, déjà je suis arrivée en Italie, je ne parlais pas du tout italien et eux ne parlaient pas du tout français donc ça a été un peu compliqué au départ, c'était un gros challenge mais finalement ça s'est super bien passé et je trouve que encore une fois pouvoir apprendre une langue et revenir en ayant passé 6 mois, 1 an dans un pays, ce qui assure vraiment de parler un très bon niveau, je trouve que c'est super important. Donc après le stage que je vous conseille de choisir vraiment selon le milieu, je regarde. Ouais, c'est en fait tout ce que vous allez avoir appris pendant le stage pendant la deuxième année d'école va vraiment vous servir pendant ce stage. C'est vraiment quelque chose que vous allez mettre en pratique et qui finalement va vous permettre. C'est pour ça que je vous conseille de faire un stage parce qu'il est aussi possible de faire des missions humanitaires, mais moi je recommande vraiment un stage parce que ça va vous permettre de mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant et potentiellement de faire un stage dans un domaine que soit vous soupçonniez allait vous plaire et ne vous plaît pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est dommage, mais ça vous indique déjà ce qui vous plaît pas et donc ça vous aide forcément à trouver ce qui vous plaît ensuite. Mais potentiellement un stage que vous allez adorer, qui va être génial et qui va transformer votre existence. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a une question, est-ce que le stage était payé ? Oui, mon stage était rémunéré. C'est un stage qui est assez long, donc je pense que les normes européennes veulent que vous soyez payé pour ce stage-là. À l'international, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, oui, moi c'est un stage qui a été rémunéré et j'habitais en Italie, donc la vie est beaucoup moins chère qu'en France, me permettait de subvenir à mes besoins pendant les 6 mois de stage. Donc c'est assez intéressant, en plus, c'est cool de pouvoir s'autofinancer. Et donc la deuxième partie alors je vois, est-ce qu'on a des matières en anglais?
autre que les cours d'anglais à partir de la première année. À partir de la première année, je suis pas sûre, mais c'est sûr que dans le cursus, oui, il y aura beaucoup de cours en anglais tout au fur et à mesure des années d'études, ce que d'ailleurs je trouve super bien, parce que plus on le pratique, meilleur on est, et c'est important de pouvoir le montrer à la fin de ses études, de pouvoir mettre bilingue sur son CV et vraiment l'être. C'est quelque chose qui fait une différence lors des entretiens. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup compté lorsque j'ai recruté mes premiers salariés. Je switchais du français à l'anglais directement dans l'entretien à tout hasard, juste pour voir si ce bilingue sur le CV valait vraiment quelque chose ou pas. Je trouve que c'est primordial de bien parler anglais à la fin de 5 années d'études en école de commerce. Et donc les 2 mois, les 6 autres mois, vous allez les passer en université. Donc là, c'est ce que je disais, ça va être un peu... oui, Marine. Ça va être un peu la fiesta. Vous allez rencontrer beaucoup de gens, avoir peu de cours, mais finalement, c'est super intéressant aussi de rencontrer des gens qui viennent de tous les pays, qui ont fait pas du tout les mêmes choses que vous avant, qui ont envie de faire pas du tout les mêmes choses que vous ensuite. C'est super intéressant. Et donc... Je pense que cette 3e année, elle est un peu hors du commun pour les étudiants qui la vivent parce que on part complètement de notre univers quotidien et tac, on se retrouve à l'autre bout du monde à être en cours en espagnol ou en anglais ou en italien ou dans n'importe quelle autre langue toute la journée et ensuite faire un stage qui peut être assez incroyable et avoir un impact assez déterminant sur vos carrières. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc j'étais au service héritage et communication de Fendi. C'était génial d'être en Italie, de découvrir ce qu'une maison de luxe doit faire au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact assez important sur mes années ensuite. À titre d'exemple, parce que je pense que c'est assez intéressant, j'ai une de mes très bonnes amies qui a fait l'IPAG avec moi, qui voulait faire des achats et de la logistique et qui a eu l'opportunité de partir au Vietnam dans une centrale d'achat pour une chaîne de distribution de meubles en France. Parce que c'était au Vietnam, elle a beaucoup hésité, elle me disait non mais c'est pas du tout ce que j'avais rêvé, enfin, partir au Vietnam c'était vraiment pas dans mes plans du tout. Et finalement on en a pas mal discuté, elle est partie et elle a adoré. Je pense que votre stage en 3e année c'est primordial qu'avant le lieu, vous choisissiez l'univers, le domaine et les compétences que vous cherchez à développer ou à mieux comprendre. J'ai vu passer une question sur est-ce que l'école nous aide à trouver un stage. L'école met à disposition, Marine a répondu, l'école met à disposition le réseau des anciens élèves et vous pouvez découvrir ce qu'ont fait les élèves des années supérieures en stage, ce qui vous permet quand même une base assez importante. Et ensuite, encore une fois, n'hésitez pas, lorsque vous aurez créé votre profil LinkedIn ou si vous l'avez déjà créé, n'hésitez pas à ajouter les anciens de l'IPAG. Il y en a beaucoup qui recrutent et il y en a beaucoup qui cherchent des stagiaires à tout moment de l'année. Donc je pense que c'est assez important d'être dans un milieu où déjà il y a une connotation bienveillante parce qu'on fait la même école. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais le réseau, c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'il faut protéger, qui est super précieux et surtout qu'il faut utiliser. Voilà, je pense que pour la 3e année, c'est tout. Un dernier petit conseil sur cette année d'échange, c'est d'habiter en colocation, parce que je pense que forcément en une année à l'étranger, que vous choisissiez de faire votre stage et votre université dans le même pays ou pas, donc que ce soit 1 fois 1 an ou 2 fois 6 mois, vous allez forcément avoir des moments moins bien parce qu'on est loin de tout, on est loin de tout le monde et parfois juste ça saoule. Donc je pense que c'est assez important d'habiter avec d'autres personnes qui peuvent être là pour potentiellement vous remonter le moral et juste vous montrer que c'est pas si terrible ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Voilà pour mes conseils concernant la 3e année. Donc vous allez revenir à Paris. J'ai vu passer une question, est-ce qu'on peut changer de campus d'une année à l'autre ? Je crois que c'était à peu près ça la question. Je pense que oui, c'est possible de changer de campus. Et dans tous les cas, il y a des programmes qui proposent un semestre d'échange au moins dans l'autre campus. C'est moi ce que j'ai fait en 5e année, on va y arriver. Du coup, vous allez avoir terminé votre 3e année, avoir trouvé que c'était la meilleure année de votre vie, vous allez revenir à Paris et vous allez avoir choisi entre-temps votre majeur, qui va donc être le thème principal de votre master, qui va donc vous suivre pendant 2 ans, ou en tout cas le domaine va vous suivre pendant 2 ans, et du coup ce qui est censé être le milieu dans lequel vous allez travailler ensuite. J'ai noté les majeurs pour qu'on puisse en discuter après. Donc il y a marketing et stratégie commerciale, finance, audit et contrôle, international business et supply chain, international management, management des ressources humaines et entrepreneuriat.
Quelque chose qui est très appréciable à l'IPAG, et je pense que c'est important de le noter, c'est que il n'y a pas de différence entre les filiales. Elles sont toutes mises sur un pied d'égalité, et c'est pas les tronches de l'école vont faire finance, et les petites mignonnes qui pensent qu'à leurs ongles vont faire de la com. C'est pas du tout comme ça, donc c'est assez intéressant de pouvoir vivre ça et d'être dans un environnement qui est sain et qui vous permet vraiment de vous épanouir dans ce que vous aimez dès la première année de majeur. L'idée de ces programmes de majeur, ça va être donc des programmes hyper variés qui vont vous permettre d'approfondir et d'explorer un secteur selon ce que normalement vous avez aimé jusqu'à aujourd'hui et du coup ce que vous avez envie de faire après. Alors là, on arrive au sujet de l'alternance. Donc potentiellement, vous allez pouvoir faire vos 2 années de master en alternance. Moi, je recommande absolument de faire l'alternance à ceux qui ont envie de rester à Paris, qui ont envie de s'engager dans une entreprise et qui ont envie de vraiment développer une relation concrète avec une société pour peut-être pouvoir y être employé ensuite. Ça vous évite aussi de payer vos études puisque c'est l'entreprise qui la finance et ça va vraiment vous immerger dans la vie professionnelle. Marine, qui a été l'une de mes alternantes dans ma première société, a fait son master en alternance et à titre d'information, nous avait contacté alors qu'elle était encore au Mexique pour ses premiers entretiens. Donc si vous voulez faire vos 2 années en alternance, n'hésitez pas à prendre contact avec les sociétés qui vous intéressent assez tôt pour être sûr d'être dans le timing. Si vous voulez en revanche partir à l'étranger, que vous n'avez pas envie de vous engager, que vous n'êtes pas sûr de la voie que vous êtes en train de prendre, alors je vous conseille de faire le parcours normal et de faire un stage à la fin de cette année qui dans tous les cas peut être incroyable. Voilà, l'idée en alternance, ça va être une première expérience de management puisque l'IPAG a mis en place un système d'association où les 4e années managent les 2e années. Donc c'est vous qui allez les recruter, c'est vous qui allez choisir vos associations, soit en reprendre une qui existe déjà, soit en créer une autour d'un thème qui vous intéresse. Et vous allez recruter les 2e années, donc faire passer vos premiers entretiens, décider des missions qu'ils vont réaliser, vérifier qu'ils réalisent bien leurs tâches au fur et à mesure, les engueuler quand ça va être la catastrophe, organiser des événements avec eux. Bref, ça va être vraiment une relation de manager au sein même de l'école, ce qui est assez intéressant parce qu'il n'y a pas d'enjeu énorme si jamais c'est compliqué ou si vous avez du mal, et il y a pas mal de personnes qui sont là pour vous soutenir et vous encourager, et dans tous les cas les cours que l'on a fonctionnent très bien pour l'association à partir de la 4e année, donc certes on se rapproche d'une spécialisation, mais on a quand même, il me semble, un tronc un peu commun qui permet, autour du management, pour être certain d'avoir en tout cas les bonnes bases. Et ensuite, la fin de la 4e année, c'est un stage moi j'ai fait à San Francisco, qui a complètement changé ma vie. À l'époque où j'étais en 4e année, San Francisco, c'était l'univers des startups à 1000%, ça avait l'air incroyable, ça avait l'air génial, j'avais l'impression que tout se passait là-bas, je voulais absolument y aller. Donc je suis partie à San Francisco dans une agence digitale qui a depuis été rachetée par le groupe Publicis en France. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Donc d'abord parce que ça m'a permis de devenir complètement bilingue. Le fait d'être immergée à l'étranger, encore une fois, il n'y a rien de mieux pour apprendre une langue. Donc c'est vraiment ma première recommandation. Dès que vous pouvez partir à l'étranger, partez dans un pays qui ne parle pas français, ou si vous avez déjà la chance de parler une langue, parlez dans un pays qui parle une autre langue pour être sûr de revenir avec un maximum d'atouts sur le long terme, parce que finalement les stages que vous allez faire, oui, auront un impact sur ce que vous allez faire plus tard, parce que si vous n'avez rien fait du tout ou des trucs pas du tout intéressants, ça va être plus compliqué, mais c'est surtout les missions que vous avez eues et les compétences que vous en avez acquis au fur et à mesure qui vont être déterminantes dans votre avenir. Donc vraiment les langues, moi c'est l'un de mes plus importants conseils, misez beaucoup dessus. Voilà, donc j'ai fait ce stage à San Francisco, ça a été incroyable pour moi, c'était encore une start-up à l'époque où j'y étais, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cet univers, ça m'a confortée dans l'idée que c'était vraiment ce que je voulais faire. J'étais entourée de gens super différents, qui n'avaient pas du tout les mêmes nationalités que moi, j'avais l'impression que c'était des génies, ils réfléchissaient super vite, ils avaient des super bonnes idées tout le temps, j'avais l'impression qu'ils étaient au courant de toutes les tendances, qu'ils savaient tout sur tout, c'était génial. Et je pense que c'est ça, j'ai passé énormément de temps à trouver ce stage, plusieurs mois
dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était horrible de trouver ce stage. J'ai dû envoyer 90 CV, j'avais même pas de réponse. C'était pas j'avais des réponses négatives, c'était j'avais pas de réponse. Ne vous découragez pas. Ce stage, je pense, est long et arrive à un moment où vous avez beaucoup appris, arrive à un moment où vous avez les idées précises sur ce que vous avez envie de faire plus tard. Donc mon meilleur conseil sur ce stage de 4e année, c'est vraiment passer le temps qu'il faut pour trouver le stage de vos rêves. Je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'IPAG nous a appris des choses qui vont nous rester pour toute notre vie. Il y a des moments forcément où quand on est en cours ou en amphi, on se dit que les minutes sont bien longues, mais finalement on se rend compte que c'est des apprentissages qui vont nous servir, qui me servent encore aujourd'hui, des petits conseils de profs qui reviennent dans ma tête à des moments complètement impromptus. C'est des petites choses qui ont un impact énorme, c'est la rigueur dans le travail, être à l'aise en prise de parole en public, faire de belles présentations, des présentations claires qui sont lisibles par tous, qui sont compréhensibles par tous, être capable de faire une étude de marché qui a de la valeur, qui est profonde, qui est intéressante, qui sort des résultats pertinents. C'est vraiment des petites choses que vous allez apprendre et acquérir au fur et à mesure, non seulement des cours, mais aussi des stages que vous allez faire, qui vont vous être rabâchés pendant toutes ces années, mais qui finalement vont avoir un impact énorme et potentiellement faire la différence sur le marché du travail. Je sais qu'on est beaucoup d'anciens IPAGiens à penser ça, de la formation de l'IPAG, et que du coup on a une petite préférence pour embaucher des IPAGiens dès que c'est possible. Moi, dans mon ancienne boîte, j'avais embauché 5 anciens IPAGiens qui d'ailleurs soit étaient encore en alternance, soit avaient fini leurs études, juste parce que je savais que parce qu'ils sortaient de l'IPAG, on sort un peu d'un... Dans tous les cas, quand on a fait une école, on a été un peu formé, moulé par les apprentissages de cette école-là. Mais c'est vrai que l'IPAG nous apprend à être vraiment tout terrain, à être un de mes anciens alternants qui s'appelle Baptiste. Arrêtez pas de dire, non mais moi je suis le couteau suisse de la boîte. C'est un peu ça qu'on nous apprend à l'IPAG et je trouve que c'est super important d'être débrouillard, d'être capable de comprendre l'univers dans lequel on évolue et du coup d'être efficace et d'être vraiment utile à la société dans laquelle on travaille. Je trouve que c'est super important et c'est quelque chose que l'IPAG nous apprend vraiment bien. Je vois Kickstore sur le live. Kickstore, c'est la société d'un ancien IPAGien qui s'appelle Robin et il organise des pop-up pour vendre et présenter du matériel technologique. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait et j'imagine que bientôt il cherchera lui aussi des stagiaires. Donc n'hésitez pas, prenez son nom et n'oubliez pas de lui écrire quand vous serez à la recherche de vos stages. La dernière année d'école, c'est donc la 5e année. Alors moi je commençais à en avoir marre de Paris, donc j'ai fait un double master avec l'université de Napier à Édimbourg. C'était génial, encore une fois ça m'a donné l'occasion de découvrir une nouvelle culture, d'être dans un autre pays, d'être vraiment immergée dans un endroit complètement différent. Et ça m'a permis de me pencher sur l'entrepreneuriat. À l'époque où moi j'ai fait l'IPAG, malheureusement le programme entrepreneuriat, la majeure entrepreneuriat n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec l'Entrepreneurship Center de l'IPAG où Chérine et Adnan pourront répondre à toutes vos questions. L'entrepreneuriat à l'IPAG, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre en consistance et qui est super intéressant et que je pense que c'est vraiment un programme qui permet à chacun de réaliser tous ses projets, même les plus fous, pendant ses études, ce qui fait quand même gagner du temps finalement quand on veut créer son entreprise. Donc voilà, j'ai fait ma 5e année en partie à Édimbourg et en partie à Nice. Donc tout à l'heure il y avait une question qui m'était posée sur les différents centres. Du coup moi j'ai fait un double master qui m'a permis d'aller passer 6 mois à Nice. Je sais pas si toi tu comptais passer plus de temps à Nice, mais dans tous les cas je pense que oui, il doit y avoir des systèmes de passerelles entre l'une et l'autre. Voilà, donc j'ai fait mon double master entre l'université de Napier à Édimbourg et l'IPAG à Nice et ça a été là les prémices de l'entrepreneuriat pour moi pendant que j'étais à l'université d'Édimbourg qui est assez penchée sur l'entrepreneuriat. On a eu l'occasion de participer à un bootcamp d'entrepreneuriat. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les bootcamps, en gros, au-delà des programmes longs, type une école de commerce typiquement, si l'on veut se former sur des sujets précis ou si l'on est curieux de domaines spécifiques, il y a ce qui s'appelle donc soit des hackathons, soit des startup week-ends, soit des bootcamps, qui sont en fait des formats courts dans lesquels on va pouvoir apprendre beaucoup et en théorie et en pratique sur différents sujets. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous
conseille de vous pencher un peu dessus. Vous tapez juste Bootcamp ou Hackathon Paris Startup. Il y a pas mal de choses qui sortent et en cette période de confinement, ça peut être intéressant de se lancer là-dedans. Et dans tous les cas, je reviendrai après. J'ai pas mal de noms de sociétés qui sont spécialisées dans les startups à vous conseiller et qui potentiellement en organisent. Voilà pour mes études. On va maintenant passer à mon parcours. Donc pendant que j'étais à Nice, on a eu l'idée de créer une société avec mon père et mes sœurs. Ça s'appelle aujourd'hui Sea Bubbles et c'est des bateaux électriques qui utilisent la technologie des foils. Donc c'est comme les ailes d'un avion mais pour un bateau, qui permettent au bateau d'être au-dessus de la surface de l'eau et de voler. Du coup de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit et les bateaux sont 100% électriques. Ce qui est du coup adapté aux villes qui ont des cours d'eau, des fleuves, des rivières, des lacs ou la mer et qui sont à la recherche de modes de transport écologiques. Voilà la start-up que j'ai créée lorsque j'ai commencé avec mon père et notre autre associé. On n'était que tous les trois. Je suis devenue directrice des opérations, donc c'est-à-dire que j'étais en charge de la structuration et de tout l'opérationnel de la société au quotidien. En un peu plus de 2 ans, j'ai développé la société de du coup 0 à 23 salariés, avec donc 5 anciens Ipaguiens qui en faisaient partie, et j'ai dû superviser pas mal de domaines, notamment un pôle technique avec 6 ingénieurs qui étaient hyper spécialisés dans des domaines comme l'électronique, les batteries, l'électrique. Un pôle marketing communication, un pôle business développement, un pôle RH et un pôle financier. Ça, c'est ce que j'ai fait directement après l'école, sans préparation particulière. Et c'est ce qui, je pense, est très très intéressant dans l'entrepreneuriat. C'est que c'est un milieu qui juge beaucoup moins sur l'âge et le nombre d'années d'expérience. On considère que c'est un milieu où il est considéré, ou en tout cas il est accepté, que des personnes jeunes soient hyper ambitieuses et aient envie de faire plein de trucs et soient capables de développer beaucoup de choses en très peu de temps et potentiellement des meilleures idées que des personnes de 50 ou 55 ans. Donc c'est déjà quelque chose qui est super agréable à vivre au quotidien. Et donc c'est une start-up dans laquelle on a dû tout créer. Donc on a dû créer les fiches de poste pour les personnes que l'on voulait recruter, on a dû créer les systèmes d'entretien, combien d'entretiens est-ce qu'on faisait, qui les personnes que l'on voyait en entretien allaient devoir voir de la société, au fur et à mesure qu'on grandissait, combien de personnes on allait être au total, donc ça a un impact sur quel bureau on choisit, comment est-ce qu'on répartit les pôles au sein des bureaux, comment est-ce qu'on communique d'abord entre les personnes de la société, mais aussi plus précisément à l'intérieur des pôles de la société. Comment est-ce qu'on est sûr que chacun trouve sa place? Par exemple, nous on avait beaucoup de personnes qui étaient assez différentes en caractère et en ambition, donc j'ai mis en place des entretiens mensuels avec tous les salariés pour être sûr que chacun trouve sa place, que chacun fasse des choses qui lui plaisent, parce que ce qui est super important, et si vous faites de l'entrepreneuriat vous allez vite le comprendre, tout fonctionne mieux quand les gens sont motivés et quand les gens sont excités par ce qu'ils font au quotidien. Donc il faut essayer de trouver des manières quand on est chef d'entreprise, même d'une toute petite start-up, pour que les gens continuent d'être intéressés par leur activité au quotidien. Donc il y a eu toute la partie RH, il y a eu toute la partie administrative, comment est-ce qu'on dépose les statuts d'une société, il faut aussi trouver des financements généralement, donc comment est-ce qu'on lève des fonds, si on lève des fonds auprès de qui, quelles sont nos relations avec la banque, quelles sont les relations avec les organismes qui existent de manière plus générale. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont à travailler. Et ensuite, évidemment, il y a la technique. Donc, peu importe le produit que vous développez, que ce soit une application mobile ou que ce soit un produit physique, ce qu'on appelle du hardware, il va falloir trouver une solution pour que le produit se développe et que la logistique autour du produit, donc le sourcing des matières premières, le réseau de distribution, fonctionne en même temps. Donc tout ça c'est super important, et finalement quand vous faites de l'entrepreneuriat, vous touchez à tous ces aspects-là, peu importe que vous soyez spécialisé en com ou en technique, il y a forcément un moment dans la vie de la start-up où vous allez devoir passer vos journées, en tout cas quelques journées, à faire autre chose que votre cœur de métier. Du coup je trouve aussi que c'est quelque chose qui est super intéressant et qui permet à chacun de découvrir
beaucoup plus vaste, de manière beaucoup plus vaste ce qui se passe dans une entreprise et aussi de manière beaucoup plus concrète parce qu'au début dans une start-up les fiches de paie c'est pas forcément très bien structuré, donc il faut bien que quelqu'un dans la start-up s'occupe de trouver les logiciels de paie les logiciels de paie qui existent, qui fonctionnent, qui sont adaptés à la taille de la start-up actuellement. Voilà, donc j'ai développé cette première société jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, et depuis 1 an et demi, j'ai fondé une autre société qui s'appelle Urban Cuisine. On développe des potagers qui permettent à chacun de cultiver directement chez soi des fruits et légumes frais. On a fait un peu plus d'1 an et demi de R&D et là on s'apprête à lancer nos préventes le 1er juin, donc tout bientôt, pour se lancer sur le marché, parce que c'est aussi ça qui est bien dans une start-up, c'est que c'est super important de tester son produit auprès de l'environnement, du milieu qu'on vise, enfin de notre type de clientèle, et c'est assez important d'itérer et de se rapprocher rapidement du marché, de voir ce qui fonctionne pas, et de pouvoir au fur et à mesure trouver le produit qui correspond le plus aux besoins de ses clients. Voilà sur mon expérience, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux raconter. Rapidement sur les conseils que j'ai à vous donner si l'entrepreneuriat vous intéresse, c'est d'abord que je pense que c'est très important de comprendre un peu tout. On n'a pas besoin d'être un expert dans un domaine hyper particulier, mais être capable de comprendre tous les domaines auxquels on va toucher, c'est très important, encore plus quand on devient le chef de sa propre entreprise. Donc être capable de négocier un contrat avec des prestataires, être capable de réfléchir à une fiche de poste et à des stratégies d'entretien, c'est super important. Comprendre les logiciels techniques sans forcément être capable de les utiliser, mais au moins comprendre comment est-ce que ça fonctionne, ce qui est possible de faire, avoir une idée du temps que ça prend pour être sûr que personne vous arnaque dans la société, et que en effet si votre ingé vous dit que ça va durer 4 jours, c'est parce que ça prend vraiment 4 jours. Bref, être capable de comprendre tous les domaines pour être sûr que toutes les relations commerciales se passent le mieux possible. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, ça concerne l'IPAG précisément. Le réseau de l'IPAG est immense. Je sais même pas quand a eu lieu la première promo de l'IPAG, mais c'était il y a vraiment longtemps. Et donc c'est un réseau qui est immense, qui est vraiment sous-estimé et qui est sous-utilisé, je pense, par la très très grande majorité d'entre nous. Donc moi, c'est à travers le réseau de l'IPAG que j'avais embauché mes 5 salariés IPAGiens dans ma première société. Et aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'anciens IPAGiens sur plein de projets de distribution de nos produits chez Urban Cuisine, parce qu'en fait, on se rend compte, donc c'est ce que je vous disais, quand vous ajoutez les gens sur LinkedIn, si vous voyez qu'ils ont fait l'IPAG, on va être forcément beaucoup plus ouvert à vous accepter alors qu'on ne vous connaît pas vraiment. Et c'est un réseau qui est immense, et du coup il y a des gens qui font plein de choses super différentes dans plein de milieux, dans plein d'endroits aussi. Donc pour vos stages potentiellement vous pouvez passer directement par des anciens IPAGiens qui sont à l'autre bout du monde aujourd'hui, et finalement les gens sont vraiment gentils. Donc ça relie un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est n'hésitez pas à écrire aux gens, peu importe la raison pour laquelle vous leur écrivez. Si vous tournez bien votre message, que vous avez l'air gentil et que vous nous agressez pas dans le message, la plupart des gens prendront le temps de répondre, surtout si c'est pour aider ou conseiller un jeune qui hésite encore sur ce qu'il veut faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas, si vous voulez aller stalker tout le monde sur LinkedIn et voir ce qu'ont fait les anciens IPAGiens, les stages qu'ils ont fait, les entreprises dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est quelque chose que je vous encourage à faire. En tout cas, la plupart des anciens IPAGiens que du coup j'ai sondés à ce sujet étaient plutôt d'accord avec moi que, en effet, c'est un plaisir toujours de pouvoir accompagner des jeunes sur leur parcours. Un autre et 2 derniers conseils que je voulais partager avec vous, c'est donc d'abord que je sais pas si ça vous parle, mais les chemins de traverse, c'est quelque chose qui est super important dans la vie. C'est quand vous avez un objectif, un but absolu, donc vous pouvez soit aller du point A au point B de la manière la plus courte sur la route possible, mais parfois finalement c'est la plus compliquée, et du coup parfois c'est plus simple de faire des zigzags et de passer par d'autres routes qui peut-être au premier abord ont l'air plus compliqués ou moins sympas ou un peu trop éloignés. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas, parce que c'est d'expérience en expérience que vous allez comprendre ce que vous avez envie de faire, et encore plus important, qui vous êtes vraiment et à quel point est-ce que vous avez envie de vous lancer soit dans l'entrepreneuriat, soit dans la finance, dans une grande ou dans une petite société. Bref, ces années d'école, ça va être vraiment l'opportunité pour vous de comprendre quelles sont vos attentes de la vie professionnelle, et je pense que ça vaut la peine de se poser la question, puisque après, c'est parti.
Un dernier point, c'est sur les stages. Mon conseil sur les stages, c'est de faire des stages pas forcément dans des entreprises qui sont hyper reconnues ou dont le nom fait rêver tout le monde, mais plutôt de se concentrer sur les missions du stage ou à terme de votre emploi. Parce que finalement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ça qui va être déterminant dans les stages ensuite. C'est la manière dont vous allez être capable de parler de vos premiers stages, de discuter de vos premières expériences. C'est ça qui vous aidera à trouver ensuite des stages de plus en plus intéressants. Dernier point, avant que l'on passe aux questions, j'ai dit que j'allais vous donner des noms de sites qui étaient assez intéressants à regarder. Donc d'abord, j'ai 2 podcasts. C'est l'occasion d'en écouter en ce moment, encore plus quand il fait ce temps. 2 podcasts qui donc sont centrés sur un premier qui s'appelle Upupup par Nectar, et c'est Upupup UP et qui en fait se concentre sur des étudiants qui ont lancé leur société lorsqu'ils étaient encore à l'école. Et le deuxième s'appelle Vocation, ça a été lancé il y a quelques temps, et c'est 2 jeunes qui, pendant qu'ils étaient à l'école, ont lancé des podcasts qui interviewent des personnes qui ont des métiers hyper spécialisés, et qui, Baptiste vient d'arriver sur le live, c'était mon autre alternant, et qui du coup vont vous permettre de mieux comprendre les métiers sur lesquels potentiellement vous pouvez vous poser des questions. Et ensuite, d'une manière plus générale, des sites qui sont assez intéressants, qui vous permettent de mieux appréhender l'écosystème des startups en France. Donc d'abord, Welcome to the Jungle, c'est un site de recrutement qui du coup permet de mettre en relation des entreprises avec des gens qui sont à la recherche soit d'un stage, soit d'une alternance, soit de CDI carrément. Mais en fait, ce qui est assez bien fait sur ce site, c'est que le site vous présente des vidéos et des interviews de personnes de l'équipe de la société. Du coup, ça vous donne une idée assez précise de l'univers de la société, et ça vous permet, même si vous n'êtes pas encore à la recherche d'un stage, d'avoir une idée un peu de comment est-ce que ça se passe, ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est assez intéressant à regarder, ça vous donne en tout cas une première idée de l'univers de start-up potentiellement en France. Ensuite, un autre site qui est intéressant, ça s'appelle Madines. C'est un site qui est expert dans les start-up en France, et qui du coup fait des articles sur beaucoup de domaines, beaucoup de sujets, beaucoup de start-up. Voilà, ils écrivent beaucoup, il y a énormément de contenu, donc je pense que c'est assez intéressant de vous y pencher, juste parce que ça va vous permettre de découvrir potentiellement pas mal de choses. Ensuite, il y a Vivatech, qui est un événement qui a lieu une fois par an depuis quelques années maintenant, qui n'aura pas lieu cette année parce qu'il a lieu au mois de juin normalement. Mais ils ont un site qui est assez bien fait et qui est plein de contenu, et en tout cas à partir duquel vous pourrez trouver beaucoup de startups. Donc je trouve surtout tech, mais je pense que c'est intéressant de regarder, de vous y pencher, ça peut toujours vous donner des idées. Et ensuite, évidemment, un autre canal qui est assez intéressant à explorer, c'est les incubateurs, donc privés ou publics. La ville de Paris a beaucoup d'incubateurs, type la Pépinière 27, tout l'écosystème Paris Senco. Et après, d'autres incubateurs comme la Station F, où moi je suis installée aujourd'hui avec ma start-up, qui crée pas mal de contenu sur leur start-up et sur l'univers des start-up en général. Donc, oui, Baptiste, on est d'accord. Donc, du coup, je pense que c'est assez intéressant, et je pense que ça donne des premières sources, des premières pistes de réflexion sur où trouver des informations sur les start-up, si c'est un milieu qui vous intéresse vraiment, si vous êtes curieux. Je pense que la meilleure manière de comprendre un univers, c'est de se pencher corps et âme dedans, donc j'imagine que c'est aussi une période où vous avez le temps, puisque vous n'aurez pas le baccalauréat à réviser, et donc je pense que c'est l'opportunité de passer du temps à faire des recherches sur un sujet qui potentiellement peut nous intéresser. Voilà, nous avons 8 minutes avant que le live ne se coupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais attendre un peu de voir s'il y a des questions. Alors, j'ai vu une question sur le niveau d'anglais, je crois. Le niveau d'anglais qu'il faut avoir. Donc, je crois pas que... Ah si, à l'entretien, donc pour rentrer à l'école, moi j'ai eu un entretien d'anglais, et ensuite il y a des cours d'anglais tout le temps, donc vous allez progresser. Les cours d'anglais sont faits par niveau, ce qui va permettre à chacun d'être dans un groupe assez homogène, et donc forcément plus à l'aise. On connaît tous le cours d'anglais où t'as les 2 mecs bilingues qui prennent la parole non-stop, et que toi t'oses pas en placer une parce que t'as pas un bon accent. D'ailleurs, ne vous fiez pas à votre accent, n'ayez pas peur de parler si vous avez un mauvais accent. C'est pas votre accent qui fait vos compétences en anglais, et dans tous les cas, si vous ne parlez pas, vous n'améliorerez jamais votre niveau.
Les critères de l'école pour être accepté. Alors, je pense que ça va être un peu spécial cette année vu ce qui se passe. D'une manière générale, les critères, je dirais que c'est d'être alerte, d'être curieux, d'avoir envie de s'impliquer, pas forcément d'avoir un projet professionnel hyper précis, mais d'avoir au moins des pistes de réflexion sur les univers qui nous plaisent, les domaines qui nous plaisent. C'est pas grave si tu as une idée aujourd'hui sur ce qui te plaît et que même peut-être dans 6 mois ou 1 an, c'est plus du tout la même chose. Je pense que dans tous les cas, c'est super important d'avoir envie de faire les choses, d'être volontaire, d'être à l'écoute, d'être curieux. Je pense vraiment que c'est les plus gros critères pour entrer à l'école. Après, il faut avoir le baccalauréat. Donc, j'imagine que... Je sais pas trop comment ça va se passer pour vous cette année. C'est un peu spécial. Mais j'imagine que ça va bien se passer pour toi, Carla, et que tu vas l'avoir. Et que donc, l'école te tendra les bras, te tendra les portes ouvertes. Je sais pas trop comment ça va se passer cette année. N'hésite pas à poser ta question en DM sur le compte Instagram de l'école. Juste après que j'ai terminé mon live, normalement les services administratifs sauront mieux t'expliquer. Pareil, Samy, pour l'American Track, je suis pas très calée. Du coup, je pense que le mieux, c'est que tu poses ta question directement en DM à la fin de ce live. Et pareil, les services administratifs ou les services spécialisés sur l'American Track sauront te répondre. Voilà, je pense que... Attendez, je vais remonter pour voir s'il y avait d'autres questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser maintenant. Pour entrer dans le programme SP4, faut-il avoir un bon niveau en anglais ? D'une manière générale, il faut savoir se débrouiller en anglais. Après, encore une fois, l'école nous forme assez bien en anglais et nous donne l'opportunité d'améliorer encore notre niveau en partant à l'étranger. Donc je pense que tant que tu as un bon niveau scolaire, ça devrait aller. Peut-on changer de campus ? Donc je pense que oui, et je crois que Marine a répondu. Christelle demande si c'est à nous de trouver les stages, si l'école nous aide à trouver les stages ou si c'est à nous de chercher. Donc en effet, il y a le réseau des alumni qui est un énorme réseau, et après dans les sites que je viens de vous citer, typiquement Welcome to the Jungle, La Station F et Madines proposent des stages dans des startups. Et ensuite, encore une fois, comme Baptiste l'a dit, les sites d'incubateurs et d'accélérateurs directement, généralement repostent les offres de leur start-up. Donc il y a en tout cas beaucoup de pistes si l'école ne t'en met pas un sous la main. Elodie demandait si on avait des matières en anglais, par exemple du marketing en anglais. Oui, il y a un moment où on a un cours de marketing en anglais, typiquement. Et je pense, oui, qu'on a pas mal d'autres cours en anglais. Je me rappelle plus assez du parcours. Mais pareil, repose ta question précisément en DM et je pense qu'on pourra te répondre. Voilà. Exact, on passe le TOEIC et le TOEFL en anglais, merci Marine, qui sont 2 examens qui permettent de certifier votre niveau à l'échelle internationale, ce qui est assez intéressant au moment où vous allez partir en expatriation et ensuite à inscrire sur votre CV. C'est des examens donc, pour lesquels il faut juste bien se préparer. C'est beaucoup de rigueur et beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation parce que c'est des questions qui généralement sont assez répétitives, donc il faut juste s'être bien entraîné. Et normalement, ça se passe très bien. On nous donne l'opportunité à l'école de passer ces tests-là, ce qui est vraiment un plus sur notre CV ensuite. Donc, encore une fois, je vous recommande à 100% de booster. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Précisez juste qu'on s'est rencontrés ici. Et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Je vois une autre question de Sophie. Combien y a-t-il d'étudiants en réorientation qui rentrent en première année ? Je ne sais pas te répondre sur les chiffres. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a. Déjà, il y a la rentrée de février qui, du coup, sont que des personnes qui se sont réorientées comme moi. Mais sinon, en rentrée de septembre, je pense qu'il y en a aussi un bon paquet parce que, encore une fois, c'est super dur à seulement 18 ans post-bac de trouver ce qui nous plaît. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de copains qui ont fait l'IPAG, qui avaient fait soit du droit, soit médecine, soit de la géo avant et qui se sont réorientés au fur et à mesure du cursus. Les codes nous aident pour une alternance, voilà. Bon, donc je pense que c'est terminé. Ah, est-ce qu'on peut poursuivre une L3 voilà. D'après Baptiste, environ une bonne trentaine d'étudiants qui sont issus de parcours
Les services administratifs sauront mieux te répondre que moi sur la L3. Je crois que oui, mais j'en suis pas certaine. Voilà. Voilà, c'est fait. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions... Est-ce que j'ai encore le doigt sur le micro ? C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, c'est le plus important. Les gens sont gentils, ils n'hésiteront pas à vous répondre. Donc vraiment, posez vos questions. Écrivez-moi sur LinkedIn, écrivez à l'école. Et même si vous ne voulez pas forcément faire de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, sur les parcours qui vous intéressent. Et j'irai piocher des profils très intéressants qui ont fait des études et qui travaillent aujourd'hui dans des entreprises, dans de milieux qui vous intéressent, pour qu'on soit sûr de pouvoir répondre à toutes vos questions. Bon courage pour la fin d'année scolaire, même si je ne sais pas trop comment ça se passe pour vous, et pour l'entrée à l'IPAG. J'espère pouvoir vous y revoir un jour dans les prochains